un magnifique petit village posé au sommet du Larzac. Les Templiers, ordre de moines soldats protégeant les pèlerins au temps des croisades, s'y étaient installés, non loin des routes qui mènent à la Méditerranée, lieu de départ vers la Terre Sainte. Cet endroit stratégique offrait des retenues naturelles d'eau sur ce plateau particulièrement aride. Alors la Couvertoirade, c'est un village tout à fait hors du commun. C'est un des plus petits villages de France. Il n'y a que 30 habitants qui résident ici à l'année. D'ailleurs, on voit très très bien les quelques maisons, qui ne sont pas très nombreuses, qui composent ce village, qui sont toutes derrière les murailles fortifiées avec la porte d'entrée du village qui se trouve là, entre les deux tours. Et nous sommes ici, sur la place de l'ancienne Lavogne, à l'opposé du village. Et puis la deuxième singularité, qui n'est pas la moindre, c'est que c'est le seul village d'Europe qui a été construit sans être à proximité d'une source. Lorsque les Templiers sont arrivés ici, c'était au XIIe siècle, il n'y avait pas d'eau. L'eau courante est arrivée qu'en 1975, très récent. Et ça, c'est tout à fait singulier dans l'histoire de ce village, c'est même exceptionnel en Europe. Et alors ce village, pour bien comprendre, la meilleure chose à faire, c'est d'aller le voir d'en haut, avec la caméra qu'on a embarquée sur le drone. À seulement quelques dizaines de mètres de hauteur, on découvre les maisons au milieu des remparts construits par les Templiers. Ils avaient reçu ces terres du vicomte de Milhaud, inquiets des attaques du comte de Toulouse, à charge pour eux de protéger le vicomte et d'édifier une commanderie. Ce pic rocheux, excellent poste de surveillance, était également le seul lieu du plateau à être pourvu d'une réserve d'eau naturelle. Le survol du drone souligne deux singularités. Tout d'abord, la légère inclinaison générale du village. Ensuite, en y regardant de plus près, le fait que les maisons ne sont jamais accolées les unes aux autres. Entre chacune d'elles, cet interstice d'à peine quelques centimètres ne doit rien au hasard. Pierre Bouloc vit à la Couvertoirade depuis 82 ans. Avec lui, je vais tenter de comprendre comment tout a été pensé pour récupérer les eaux de pluie. Pour chaque maison, comme pour le village tout entier. Alors là, on voit bien, ça c'est l'entrée du village. Oui, oui. Je suis sûr que vous l'avez jamais vu. Ah non, jamais, non. C'est inédit, hein. Donc on est juste à quelques mètres, hein, et on voit bien qu'il tient tout à l'intérieur des remparts. Et alors ça, cette image-là, c'est intéressant, le haut des maisons en fait. Ah oui, oui, bien sûr, les corbeaux qui soutenaient les chenaux, oui, oui, d'accord, pour récupérer l'eau. Oui, oui. On va aller les voir, hein, parce que ça c'est vraiment singulier. Allez, vous allez les voir. Là. Alors là, on voit le village d'un autre angle, là, on est revenu sur le plancher des vaches. Voilà. Et on voit bien ce que vous appelez les corbeaux qui sont au bord des maisons. Les corbeaux qui sont au bord des maisons et qui soutenaient les chenaux. Et donc, on voit même l'entrée de la citerne ici. C'est-à-dire que l'eau ruisselait sur les toits des maisons. Ruisselait sur les toits, était récupérée par les chenaux, en pierre ou en bois, et ensuite allait jusqu'à la citerne, qui était ici dans la cave. En fait, c'était le système 2, il fallait récupérer C'était le l'eau, système 2, il fallait absolument récupérer l'eau pour boire, pour se laver, pour tous les usages domestiques. Donc ça, c'était pour l'eau des maisons individuelles. Maintenant, toute l'eau du village, on l'a récupérée, y compris ici dans la rue. Bien sûr, puisque tout le village est en pente légère. Et ici même, je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait des grosses pierres qui commençaient à arrêter les saletés qui venaient de l'extérieur. Elles pénétraient ici entre les deux maisons, parce que les deux maisons volontairement n'ont pas été collées et accolées pour laisser passer l'eau. Et tout de suite derrière, vous avez la mare au fond du village. C'était un sacré travail de plomberie, mais... C'était un sacré travail, surtout, il fallait penser la récupération de l'eau au village. Alors là, on arrive en bas du village. Voilà. Il faut imaginer que le parcours qu'on vient de faire, c'est le parcours que fait naturellement l'eau à chaque fois qu'il pleut. Donc tout amenait jusqu'à cette place. Jusqu'à cette place où il y avait la mare pour les animaux. Donc nous avons vu, pour les bonnes gens du village, il y a les conques, il y a les citernes. Et pour les animaux, il fallait absolument les faire boire à l'intérieur des remparts, puisque on pouvait fermer les remparts complètement. C'est un village complètement fermé. En sécurité, l'eau était à l'intérieur. Voilà, l'eau était à l'intérieur. Un jour, cette Lavonne, on a décidé de la mettre à l'extérieur du village. Voilà. Alors, il y avait tellement de maladies que le conseil municipal a décidé de la mettre à l'endroit où il y avait le déversoir de la mare primitive qui était ici. Juste à l'extérieur du village. À l'extérieur du village. On va aller la voir.
Là, c'est la place de l'ancienne Lavogne, qui est aujourd'hui la plus grande place du village. Et 50 mètres en contrebas, avec sa forme de larme particulièrement reconnaissable vue du ciel, la nouvelle réserve d'eau, placée ici en 1895. Ils sont connus sous le nom des chevaliers de l'ordre de Malte. Voilà, hein. Julie et Céline sont les guides du village. Elles viennent chaque jour partager leur passion avec les touristes. Nous sommes au Moyen-Âge, ça n'était pas très poétique, hein, cette période. Et c'est... voilà. Près des remparts, sur le point haut de la Couvertoirade, je les retrouve à proximité de la Conque, une immense réserve d'eau de pluie cachée sous la muraille, juste derrière l'église du village. Alors quand on arrive ici, on est sur le point culminant du village, on voit bien les toits qui sont derrière nous. Et caché ici, à l'abri des regards, et derrière cette grille, il y a la fameuse réserve d'eau qu'on appelle la Conque. Voilà, c'était la citerne, le puits en fait, hein, par ici. On laissait tomber les seaux, on les remontait donc avec des cordes. Et ensuite, on redescendait les escaliers chargés de 3 seaux. Ça, c'était un vrai numéro d'équilibriste en fait. Hein. Ah oui, oui, oui. Un seau sur la tête, 2 seaux dans les mains. Ouais. Et c'est les femmes qui faisaient ça? C'est vrai qu'il se raconte dans le village que c'était les femmes qui allaient chercher l'eau. C'était la corvée, en fait, hein, la corvée d'eau faite par les femmes. Et les hommes? Et alors, indissociable de la Couvertoirade, il y a le don de l'eau, qui est vraiment lié à l'histoire du village. Et ça, c'est encore quelque chose de très singulier qu'on trouve qu'ici. Hein. Oui, voilà, le don de l'eau, en fait, c'était donc par ici qu'on laissait couler de l'eau. Par contre, avant de laisser couler de l'eau sur les extérieurs des remparts, on vérifiait ici, par l'archère, qui s'y trouvait. Alors, on va vérifier, on va le faire en vrai. Qui est donc de l'autre côté? Il y a quelqu'un? Oui. Ça va, Julie? Oui, ça va. Et voilà comment ça se passait. Moi, je suis à l'intérieur du village, protégé par les remparts, à la Couvertoirade. Vous êtes une voyageuse. Voilà. Et là, je fais quoi? Je vérifie votre identité? Alors moi, je viens demander de l'eau, hein, puisque sur le Causse, il n'y a pas de lac, pas d'étang, pas de rivière. Donc la seule solution pour moi de boire, c'est de le demander au village. Donc je passais la tête ici et je demandais humblement de l'eau. D'accord. Bah, on va vous en offrir un peu, parce que vous êtes quand même sympa. Hein. C'est gentil. Et logiquement, Julie devrait voir arriver l'eau. C'est bon, Julie, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne encore. Ça fonctionne bien même. Donc l'eau est ici une des principales préoccupations des habitants depuis près de 8 siècles. Et pourtant, on est en plein plateau du Larzac, sur le parc naturel des Grandes Causses, et les précipitations sont très conséquentes ici chaque année. Aux alentours du village, tout est sec et la végétation rare. Pourtant, sous ce plateau calcaire, l'eau est bien présente. Cette eau apparaît parfois en cascade généreuse, comme ici au fond du cirque de Navacelles. Mais pourquoi cette apparente contradiction? Réponse à 30 km du village, là où m'attendent Jean et Sabrina. 2 jeunes chercheurs avec qui je vais pouvoir descendre dans ce que l'on nomme un Aven, l'un des nombreux gouffres du Larzac. Ouais, on a frôlé l'accident, mais tout va bien, pour l'instant. Alors la première découverte, quand on arrive ici, c'est des ossements, c'est évidemment pas des ossements d'hommes. Hein. Ce sont des brebis, c'est ça? Qui ont été jetés à l'époque
dans la veine? Oui, c'est probablement des brebis qui ont été jetées. Bon, je ne sais pas quel âge ça peut avoir, mais dans les siècles passés, les paysans jetaient systématiquement les bêtes mortes dans les avins. Parce qu'évidemment, il y avait des maladies Eh bien, exactement. qui polluaient l'eau, après. Il y avait des maladies qui polluaient l'eau, mais en fait, on n'avait pas compris que c'était les bêtes jetées en surface sur le plateau qui provoquaient la pollution des eaux aux sources, qui étaient à des dizaines de kilomètres de l'endroit où étaient jetées les bêtes. Alors justement, parlons-en un petit peu de la géographie, la géologie du lieu. C'est très atypique, donc il pleut beaucoup ici sur le plateau. Mais l'eau ne reste pas en surface, elle s'infiltre et on ne sait pas forcément où elle va. C'est ça le mystère. Oui, c'est vrai, il pleut à peu près un mètre d'eau par an. L'eau s'infiltre, on sait qu'elle ressort aux sources, mais dans l'entretemps, on ne sait pas exactement à quelle profondeur elle peut se stocker. Est-ce qu'elle va se stocker au niveau de la nappe phréatique très bas, ou est-ce qu'elle va se stocker de façon beaucoup plus superficielle? C'est ce qu'on peut essayer de comprendre. Là, on descend dans la veine et qu'est-ce qu'on va chercher en fait? Eh bien, on va chercher à mesurer la gravité à diverses profondeurs, entre la surface et 10 mètres, 20 mètres, jusqu'à 50 mètres sous terre. On sait que la masse de la roche ne varie pas au cours de l'année. Par contre, la quantité d'eau va varier et c'est ce qui va faire varier la gravité. Donc à partir de la mesure de gravité, on peut estimer les quantités d'eau, les variations de quantité d'eau entre la surface et par exemple ici, moins 20 mètres. Ainsi, l'eau du Larzac serait stockée dans les roches superficielles du plateau, entre la surface et 10 mètres de profondeur, avant de ressurgir à plusieurs kilomètres de là. Alors il y a un autre point qui est très important d'évoquer quand on vient ici à la Couvertoirade. C'est le château, une forteresse magnifique qui se trouve adossée au rempart, avec un donjon dont les premières pierres ont été posées, c'était au XIIe siècle par les Templiers. Ensuite le château a été investi par les Hospitaliers. Il y a une très belle histoire autour de tout ça, autour de ces vieilles pierres magnifiques. On va aller découvrir le château avec le drone et la caméra embarquée, puis on se retrouvera juste en dessous ensuite pour en parler avec un historien. Alors Jacques, ce château, c'est un musée à ciel ouvert, hein. Il est magnifiquement conservé avec des pierres qui ont 800 ans pourtant pour les premières qui ont été posées là. La question qu'on est obligé de se poser quand on arrive sur ce plateau du Larzac, c'est pourquoi les Templiers sont venus ici? C'est pas l'endroit le plus évident, il y a des raisons, alors pas forcément gravées dans le marbre, mais les historiens comme vous sont là pour réfléchir aux différentes hypothèses. Il y en a quelques-unes déjà, c'est un rocher, donc c'était une place défensive et importante pour avoir un point de vue sur la vallée, c'est ça? Voilà, le site de la Couvertoirade, les Templiers l'ont choisi, on leur a fait des donations. Ils se sont installés sur ce secteur et ils ont choisi de s'installer pour différentes raisons sur ce site, et notamment la présence de ce rocher qui était ni trop grand ni trop petit. Et le rocher, on le voit bien, parce qu'en fait, tout ça, c'est le rocher de base sur lequel les fondations sont posées. Hein. Voilà, alors en général, des constructions de ce type fortifiées, on les construit toujours sur la roche. Et ici, sur ce site, c'est particulièrement évident. Également, le travail de la roche qui a été aménagé pour permettre de construire un mur en maçonnerie avec des pierres régulières, assises régulières, hein, pour construire un édifice fortifié dont c'était la mission. Alors là, Jacques, ça c'est la caméra qui est embarquée sur le drone. Et ce qu'il y a vraiment de spectaculaire, c'est qu'elle est au même niveau que la hauteur du donjon, mais à l'époque, qui était 2,5 fois plus haut que ce qu'il est là. Et ça, on peut imaginer que c'était la vision qu'avaient les vigies, qui étaient au sommet du donjon, il y a 800 ans maintenant. Vous l'avez jamais vu comme ça, le village? Non, je l'avais pas vu comme ça, oui. Jacques, on ne peut pas être ici dans cet endroit où chaque pierre en fait a la mémoire des Templiers et ne pas parler de ce qui fascine beaucoup de gens, c'est-à-dire le trésor des Templiers. La question est très simple, il existe ou pas?
Voilà, c'est une interrogation actuelle qui date depuis une quarantaine d'années, mais en réalité, le trésor des Templiers est un mythe. Il faut définir ce qu'on appelle un trésor. Un trésor, c'est une accumulation d'objets précieux ou d'espèces, et que ces espèces ont été récupérées en réalité lors de l'arrestation des Templiers qui se trouvaient à Limassol, dans l'île de Chypre. Donc il n'est plus utile de rechercher le trésor des Templiers en France ou ailleurs, puisque ces sommes d'argent, ce trésor public, en réalité, a disparu depuis bien longtemps. Il y a 800 ans, si les Templiers ont construit leur forteresse sur le rocher, c'est qu'il était situé à côté de la Conque, la réserve d'eau naturelle alimentée par les eaux de pluie. Il se trouvait également en bordure d'une draille, un chemin de transhumance qui permettait aux Templiers de prélever des impôts au passage de chaque brebis et d'accroître ainsi leur richesse. Je rejoins Natacha, Étienne et leur petite fille qui, comme chaque soir, guident leur troupeau jusqu'au point d'eau, les fameuses lavognes. Trois chiens les accompagnent et une étroite complicité lie les bergers et leurs animaux. C'est bien, gros Bilbo. Entre eux, une langue que tous semblent comprendre, sauf moi. Allez, allez, allez. De izquierda, derecha. Alors comment vous faites? Parce que là, on emmène les brebis jusqu'au point d'eau. Il y a 3 chiens autour de nous. Comment on fait pour s'y retrouver quand on a autant d'animaux pour les guider comme ça, instantanément? Ben, en fait, on a mis des codes différents pour chaque chien. Ouais. Depuis qu'ils sont petits, on a pensé commander l'un en espagnol, l'autre avec de l'allemand, l'autre avec de l'anglais. Et du coup, le chien va réagir que à ces commandements-là. Debout, traer, derecha, debout, izquierda, quieto, muy bien, izquierda, andar, andar, derecha, derecha, andar, muy bien. Donc là, avec les 3 chiens, vous pouvez, à chacun d'entre eux, donner une indication précise sans que l'autre ne bouge, c'est ça? Voilà, tout à fait, voilà. Il va réagir qu'à ce qu'il connaît. Derecha, muy bien, traer, quieto. On peut aussi très bien gueuler un coup, comme si on allait envoyer le chien, et elle se dit, ah, là, on n'est plus chez nous, et il est en train d'envoyer le chien, et elles font demi-tour avant. Et il y a une vraie psychologie de tout ça, en fait. Hein, je pense que c'est très subtil dans la façon de leur parler, de donner des ordres, ou d'imaginer ce qu'elles pourraient penser. Il faut s'adapter à l'animal, essayer de le comprendre, et quand on se met à sa portée, là, c'est un régal. Et là, on fait quoi? Là, on essaye de passer, on va y arriver. Elles arrivent à passer entre elles, nous, on va trouver un passage. J'ai l'impression que ma présence les impressionne pas Descends. trop. Descends. Puis j'ai celui-ci qui met un peu trop de pression là-bas. Installe-toi. Tu pousses les brebis, Lorelai, s'il te plaît. Platz, quieto. Quieto, installe-toi. Si mon chien est loin, que je crie gauche, droite, le chien va se dire, bon, ça cloche. Alors qu'avec ça, gauche, droite, avance, stop, viens. Le chien va se placer comme si j'étais à côté du troupeau. Je garde un chien bien maîtrisable. Vous pouvez me faire gauche en langage sifflet? Droite? Avant? Et là, à chaque fois, ils comprennent, hein? Oui, le chien qui est commandé au sifflet comprend et met la pression aux brebis. Et du coup, voilà, les brebis réagissent. Du coup, ouais. Et nous, au milieu. Bilbo, poc à poc. Izquierda. Par là. Par là, ouais, on va aller par là. Debout. Izquierda. Quieto. Muy bien. Izquierda. Andar. Andar. Derecha. Derecha. Andar. Comme chaque jour, depuis plus de 100 ans, les moutons viennent s'abreuver à la lavogne. Au-dessus, à l'abri des remparts, Christiane travaille leur laine, une activité qu'elle pratique depuis sa plus tendre enfance. Elle m'offre un cours particulier. Alors, racontez-moi un petit peu le cycle de la laine. Ça, c'est ce que... Le cycle de la laine, le cycle du filage de la laine pour arriver à filer. Bon, ça, c'est de la laine brute. C'est la toison, on appelle ça une toison. C'est-à-dire, le berger m'a amené ça. Voilà, il a tondu le mouton. Et puis... Ah oui, ça sent bien le mouton, oui. Ça sent et c'est toucher un peu vos mains. Comment elles sont? Elles sont un peu grasses après.
C'est un peu gras et puis surtout, il y a pas mal de... C'est quoi? C'est des... Ben, il y a des herbes, de la poussière, des pailles, des crottes. Alors, on retire tout ce qu'on peut comme paille. Il ne faut pas être délicat. Hein. Non, non. Mais c'est doux quand même. Voilà. Et puis, on va tremper dans l'eau. C'est un travail très long, ça, non? Combien ça Oh oui, ça. Alors, combien de temps? Je ne mesure pas le temps. Voilà. Ici, vous voyez, ça a trempé pendant une journée. Et regardez, je vais presser, parce qu'il ne faut pas tordre la laine, juste presser. Voilà. Allez-y, oui. On presse, hein? J'ai bien compris, on presse, on ne tord pas. Pas abîmer les fibres. Et on ne gaspille pas l'eau, parce que cette eau, elle peut me servir pour la prochaine, mais aussi, l'eau qui est très sale, je vais l'emmener pour arroser mes fleurs. On la laisse comme ça, donc? Voilà, tu peux la laisser comme ça. Et elle sera sèche dans combien de temps? Ça dépend du vent, du soleil, et puis ce soir, elle sera sèche. D'accord. Oui. Après avoir nettoyé la laine, oui, c'est le filage. C'est le filage. Alors, il faut que toutes ces fibres-là, elles se séparent et elles viennent... Et c'est cette partie étirée que je vais tordre pour faire le fil. Voilà. Et cette activité était demandée à toutes les personnes qui n'avaient pas un travail physique. Donc, les personnes âgées, si elles n'avaient plus assez de force pour aller travailler au champ, on leur demandait de filer. Les enfants, c'est pareil. Dès qu'ils étaient un petit peu habiles, hop, on leur donnait un fuseau. Le fil, c'est quelque chose qui est long, mais qui est indispensable pour faire le tissu. Quand on fait le fil, on a en soi une certaine attitude. Il faut étirer la fibre, on donne de la matière première, on met de l'ordre, on part d'un magma et on arrive à quelque chose de construit qui va vers l'extérieur. Ça, c'est une attitude, on s'étire, on se file et ça va vers l'extérieur pour faire quelque chose pour quelqu'un. Avant de quitter le village, j'ai un dernier rendez-vous. Solveig habite depuis quelques années à la Couvertoirade. Et une fois de plus, la conversation va tourner autour de l'eau. C'est donc le fameux pigeonnier. C'est un endroit qui est très étonnant ici et contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui a encore une fois un rapport avec l'eau. Exactement, ici, un peu toutes les questions qu'on se pose, il faut chercher l'eau. Ou plutôt l'absence d'eau. Un pigeonnier ici, ça étonne, hein. Ouais. Eh bien, il y a une raison toute simple, c'est que comme on n'avait pas d'eau, en fait, la seule eau que l'on ait, c'est celle qui tombait du ciel. Donc on récupérait les eaux de pluie, ils coulaient le long des toits, et c'était l'eau que l'on buvait. Donc il ne fallait surtout pas que cette eau soit souillée. La seule solution, c'était quand on avait des pigeons, de les enfermer ici dans ce pigeonnier. C'est pour ça qu'il est aussi vaste et grand. On n'avait pas besoin d'autant de pigeons, mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de les enfermer pour pas qu'ils s'échappent et pas qu'ils aillent faire leurs besoins sur les toits. La nuit tombe. Elle donne au village un côté féerique. Et les fées, ici, font partie du quotidien. Alors parmi toutes ces histoires qu'on raconte ici, il y en a une que je trouve très très belle, moi. C'est l'histoire qui explique l'étymologie du mot fada. En fait, un fada, c'est quelqu'un d'un peu gentillet dans le sud de la France. Ouais. Et le mot viendrait d'ici, en fait. Mais en fait, la façon qu'on a d'expliquer qu'il y a des enfants un peu simplets, un peu ravis de la crèche, c'est tout simplement, nous, on explique que ce sont les enfants des fées. Nos fées à nous, elles s'appellent les fadarelles. Ouais. Et on raconte que la fadarelle, qui est plutôt une gentille fée d'habitude, des fois, il lui arrive de voler des enfants, des vrais enfants, hein, et à la place, elle y met un enfant qu'elle a eu elle. Et ce sont des enfants qui sont un peu différents, c'est vrai, un peu plus lents parfois. Et nous, ici, on dit que ce sont les enfants des fées, les enfants des fadarelles, les fadas.
C'est comme ça que l'on explique pourquoi dans certaines familles, il y a des enfants différents. C'est parce qu'ils sont les enfants des fées. Et c'est vrai que toutes ces légendes, plus on s'y penche et plus on trouve que c'est une explication du monde extraordinaire. Et on en arrive à se demander si ça nous manque pas un petit peu dans ce monde actuel, ce 21e siècle. Peut-être qu'il manque un peu de légendes, peut-être qu'il manque un petit peu de gens pour les raconter, ces histoires. Et c'est certainement, à mon sens, ce désenchantement du monde qui fait qu'on souffre un petit peu, parce qu'on n'a plus ces histoires qui nous dirigeaient, hein, tout simplement. Elles étaient là aussi pour donner un sens à notre vie, une direction. La couvertoire Hudson d'Or, protégée, aujourd'hui comme il y a 8 siècles, par l'enceinte de ses remparts. Les enfants pourront encore rêver longtemps aux Templiers, aux Fadarels et autres personnages fantastiques. Demain, nous visiterons Noyers-sur-Serein, cité médiévale de Lyon. Mais pour l'heure, Xenius, le magazine scientifique, nous parle du flamenco. Étonnant, non ? Ce soir sur Arte.